Donc, je disais que c'était un grand honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue, Monsieur le ministre Le Drian, ici au German Marshall Fund. Et j'ai encouragé tout le monde à envoyer des tweets sur cet événement en se servant du hashtag GMF Sécurité. Monsieur le ministre Le Drian, le moment de votre visite a été bien calculé parce que, comme vous le savez, il y a 2 jours, nous, les Américains, nous avons fêté 239 années de notre indépendance. On s'est battu très dur pour cette indépendance et vous et la France nous avez beaucoup aidé à y arriver. Donc nous, au GMF, on a apporté un toast à la France samedi soir. Alors, ce partenariat de la défense franco-américain s'est poursuivi sans relâche depuis. Les États-Unis étant aux côtés de la France pendant les Première et Deuxième Guerres mondiales et au cours de la guerre froide. Alors ce partenariat se poursuit jusqu'à aujourd'hui avec les États-Unis et la France qui font face à de nouveaux défis au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Monsieur le ministre Le Drian, vous avez mené les militaires français pendant une période d'engagement intense dans le monde entier, du Mali et le Sahel, où la France a plus de 3000 soldats qui sont déployés et où la France travaille avec d'autres alliés européens et avec les États-Unis pour limiter l'étendue de l'extrémisme violent jusqu'au Moyen-Orient, où la France est un de nos partenaires les plus importants dans la campagne contre Daesh, qui a des missions de combat aérien et qui a même déployé son porte-avions, le Charles de Gaulle, au début de cette année. Jusqu'aux défis que la France rencontre même sur le plan de sa sécurité sur son territoire, où aujourd'hui plus de 10 000 soldats français sont déployés sur le territoire national pour assurer des sites clés après l'attaque de Charlie Hebdo. Alors, il y a seulement 10 jours, on s'est rappelé la présence de la menace terroriste avec l'attaque sur une entreprise de gaz, de propriété américaine d'ailleurs, dans la banlieue de Lyon. Parfois, tout cela, ça peut être négligé ici à Washington. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tellement heureux de pouvoir recevoir Monsieur le ministre ici aujourd'hui. À mon époque, quand j'étais au Conseil de la sécurité nationale, j'étais tout à fait à l'avant-plan de la coopération franco-américaine. Et d'ailleurs, je parle au nom de mon collègue GMF, Derek Schley, qui a été sous-secrétaire à la Défense sous Pinetta et Hagel. Et tous les deux, on peut dire que M. le ministre Le Drian est perçu à Washington comme un des partenaires incontournables. Quelqu'un de la part de qui on a toujours des idées nouvelles, importantes, et, le plus important, quelqu'un qui est prêt à sortir sa tête, à prendre des risques et à travailler très durement sous sa houlette. Le partenariat franco-américain n'a fait que se rapprocher, de plus en plus étroit et de plus en plus solide. Merci pour cela, Monsieur le ministre. Alors cet après-midi, Monsieur le ministre va nous donner des remarques liminaires, après quoi Kevin Barron va animer la discussion avec le ministre avant que de donner la parole à la salle. Nous sommes enchantés que Kevin soit ici pour jouer le rôle d'animateur. Il est le directeur exécutif de Defense One, magazine qui fête son 2e anniversaire cette année. Et rien qu'en 2 ans, c'est devenu une des publications américaines de tête en matière de sécurité nationale et de politique militaire. Il a des nouvelles et c'est lui qui mène le débat, qui donne le ton. Mais alors tout d'abord, je vais demander à Monsieur le ministre de venir sur le podium et de partager avec nous ses pensées. Je suis enchanté de vous recevoir au GMF. Mesdames et messieurs, chers amis, chère Karen Donfried, monsieur l'ambassadeur, permettez-moi d'abord de vous dire le plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'avoir été invité ici au German Marshall Fund. Je sais, chère Karen, que cette institution est incontournable dans le paysage de la réflexion américaine. Elle incarne en particulier
la vitalité et la richesse du lien transatlantique. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux de pouvoir vous rencontrer pour discuter de l'avenir de la coopération de sécurité et de défense entre la France et les États-Unis. Nos deux pays sont liés par une communauté de destin depuis la naissance même de votre nation. Et comme vous l'avez rappelé, il y a 2 jours, j'étais à New York pour célébrer la fête nationale américaine. Et à cette occasion, l'Hermione, réplique de la frégate du jeune marquis de Lafayette, qui était venu apporter le soutien de la France dans votre lutte pour l'indépendance, l'Hermione a fait une escale particulièrement symbolique et a contribué à la parade devant la Statue de la Liberté. Cette relation d'amitié et de solidarité, parfois tourmentée, ne s'est jamais démentie dans les grandes épreuves. Aujourd'hui, parce que nous avons un rôle essentiel à jouer face aux défis et aux menaces d'un monde toujours plus instable et imprévisible, nous devons plus que jamais renforcer notre coopération. C'est ma conviction et c'est mon ambition. Depuis ma prise de fonction en 2012, j'observe que la situation internationale s'est dégradée, que les risques et les menaces ont augmenté. Ces dangers ne sont pas, certes, nouveaux. Notre livre blanc sur la sécurité et la défense nationale en 2013 les avait identifiés, mais leur ampleur, leur gravité, leur simultanéité nous ont, je crois, tous surpris. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à 3 défis majeurs. Le premier, ce sont les menaces amplifiées par la mondialisation, à commencer par le terrorisme djihadiste, terrorisme que je qualifierais de 2e génération après celle de Ben Laden. L'organisation terroriste Daesh, autoproclamé État islamique, a progressivement conquis des pans entiers de territoire en Irak et en Syrie. Son ambition est de constituer un État terroriste dans cette région déjà si fragile et instable. Elle a instauré un régime de terreur dont sont victimes des populations entières. Et à travers sa propagande macabre, elle prend le monde à témoin d'actes barbares pour grossir ses rangs et étendre sa capacité de nuisance. C'est donc aussi une bataille sur le plan de la communication qui se joue et qui est tout aussi cruciale que l'affrontement sur le terrain militaire. Vous le savez, vous l'avez rappelé, il y a un instant, la France a directement éprouvé et à plusieurs reprises cette recrudescence de la menace terroriste sur son propre territoire. Mais les attentats de janvier à Paris et de juin à Saint-Quentin-Fallavier ont, au-delà de la douleur et de la révolte des Français face à ces actes barbares, encore renforcé ma conviction que sécurité extérieure et sécurité intérieure pour mon pays sont désormais intimement liées. Et la détermination française à lutter contre le terrorisme, sous toutes ses formes, doit donc s'exercer tant sur notre territoire national qu'à l'étranger. Autre menace amplifiée par la mondialisation, la prolifération d'armes de destruction massive. Celle-ci reste une menace majeure pour la paix et la sécurité internationale. La France est activement engagée avec l'ensemble de ses outils, qu'il s'agisse de la diplomatie ou du renseignement en particulier, pour lutter contre la prolifération. Comme vous le savez, il y a 2 ans, nous étions prêts à agir sur le plan militaire pour sanctionner l'emploi d'armes chimiques. Sur l'Iran, nous sommes aujourd'hui à un tournant avec la finalisation des négociations pour un accord global sur les activités nucléaires de ce pays. La France veille à un accord robuste et crédible, donc vérifiable, pour que l'Iran ne soit pas en situation de se doter de l'arme nucléaire. Et si l'accord intervient, ce qui est souhaitable, ce que nous voulons, sous réserve qu'il soit robuste,
Si l'accord intervient, nous resterons vigilants pour que la levée des sanctions ne permette pas à Téhéran d'intensifier ses actions déstabilisatrices dans la région. Le deuxième défi concerne les risques liés à la faiblesse des États. Ces risques-là se sont accrus. Je veux dire par là que des régions entières deviennent, du fait de l'absence ou de la défaillance des États, un terreau organisé où se développent crises, guerres civiles, menaces transnationales, à commencer par le terrorisme. Je pense à la Libye, je pense à la Corne d'Afrique, je pense d'une autre manière à la République centrafricaine avant notre intervention, parmi de trop nombreux exemples aujourd'hui. Troisième défi, la résurgence des menaces de la force, marquée par une montée en puissance des dépenses militaires couplée à l'affirmation de politiques de puissance susceptibles de s'affranchir du droit international. En Asie, en mer de Chine en particulier, mais aussi à nos portes en Europe. Un pays européen, l'Ukraine, a perdu une partie de son territoire. Des frontières ont été bafouées sur le continent européen par l'annexion illégale de la Crimée par la Russie. Et la crise ukrainienne a ravivé le spectre des conflits interétatiques en Europe. Et dans le même temps, la Russie poursuit sa modernisation militaire à marche forcée, dans le domaine conventionnel comme dans le domaine non conventionnel. Elle agite la gesticulation nucléaire de manière préoccupante, avec une légèreté qu'on ne voyait même pas pendant la guerre froide. Elle s'interroge ouvertement sur l'indépendance de nos alliés baltes en l'occurrence. On pourrait tenter de minimiser ces rodomontades, mais le fait est qu'elles rendent difficile la reprise de relations coopératives que nous souhaitons pourtant avec la France et avec l'Union européenne. Face à ce nouvel environnement stratégique que je viens de décrire rapidement, la France prend ses responsabilités et nos forces armées sont engagées à grande échelle sur de nombreux théâtres. Il s'agit d'abord des opérations de riposte au terrorisme armé en Afrique et au Levant. En Afrique, l'opération Barkhane dans la bande sahélo-saharienne mobilise, vous l'avez rappelé, plus de 3000 hommes en permanence qui sont déployés sur 5 pays, sur un territoire aussi vaste que l'Europe pour lutter contre les groupes armés terroristes. Au Levant, la France est engagée parmi les premiers, juste après vous, au sein de la coalition internationale. Et aujourd'hui, après les États-Unis, nous sommes les premiers contributeurs en moyens aériens. Et au profit de cette coalition, nous avons d'ailleurs mobilisé une partie importante de nos moyens maritimes, vous avez rappelé le porte-avions, ainsi que de nos forces spéciales. Et nous devons poursuivre nos efforts parce que les liens entre mouvances terroristes se développent. Nous le constatons chaque jour à travers l'action que nous menons au Sahel. Daesh en particulier tente d'étendre son emprise sur les décombres de l'État libyen et tente de déstabiliser les démocraties nouvelles et fragiles comme la Tunisie, encore récemment victime du terrorisme. Mais la France est également engagée sur le flanc Est, au service de la défense collective de l'Alliance, à travers les mesures d'assurance de nos alliés orientaux, alors même que nous mobilisons sur notre territoire national entre 7 000 et 10 000 soldats depuis les attentats de janvier dernier, nous continuons à honorer pleinement nos engagements envers nos alliés de l'OTAN, car pour nous, l'article 5 est un engagement de tous les alliés envers tous les alliés. Et il importe de le répéter en ces moments de crise. Nous fournissons des moyens dans toutes les composantes maritimes, aériennes et terrestres. Nous avions AWACS effectue des patrouilles, nos avions de patrouille maritime, nos frégates, pour ne parler qu'eux, ont participé aux efforts communs pour renseigner, dissuader
et être prêt à intervenir au profit d'alliés menacés. Et au printemps dernier, pour la première fois, et j'étais présent, nous avons déployé des chars lourds ainsi que de l'infanterie en Pologne. En 2016 comme en 2014, nous assurerons un nouveau créneau de police du ciel dans les États baltes. Et en 2014, ce sont près de 5000 hommes qui ont participé sur le flanc Est à ces mesures d'assurance. L'OTAN reste la garante de la sécurité sur le territoire des alliés européens. Et à ce titre, la France soutient pleinement son action sur le flanc Est. Elle participera à la force future de réaction rapide en prenant son tour d'alerte en 2022. L'Alliance Atlantique, notre alliance, doit rester assez flexible pour relever tous les défis. Et nous comptons bien défendre cette flexibilité-là lors du prochain sommet de Varsovie en 2016. Enfin, l'armée française est également mobilisée pour éviter des désastres humanitaires qui seraient inacceptables. En République centrafricaine, en s'interposant entre les groupes en présence, l'armée française, désormais renforcée par l'Union européenne et par les Nations unies, a permis un retour, peut-être pas totalement à la normale, mais un retour à une relative sérénité et à la restauration des prérogatives étatiques, notamment à Bangui, même si ce processus reste là fragile et que certaines parties du territoire de la République centrafricaine sont toujours en butte à des milices et des groupes criminels prédateurs. En Guinée également, l'engagement des armées françaises a permis l'endiguement de l'épidémie Ebola. Alors, face à cet environnement international complexe, face à ces menaces plurielles, nous devons, États-Unis et France, rester solidaires et unir nos efforts en matière de défense et de sécurité. La relation de défense étroite qui lie de longue date la France et les États-Unis constitue un pilier solide sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et toujours riche, notre coopération s'est de manière significative renforcée depuis 2013. L'intervention française dans le Sahel, au titre de l'opération Serval d'abord puis Barkhane, a toujours bénéficié de votre soutien dans des domaines capacitaires clés. Nous avons, de notre côté, répondu présent au Levant, en étant dès le départ dans la coalition et en mettant à disposition le porte-avions Charles de Gaulle au début de cette année. Les rapprochements entre nos armées sont avant tout la preuve que nous avons une appréciation commune et partagée des menaces. Et de fait, nous n'avons pas de divergence sur le plan des intérêts stratégiques. Et je suis convaincu que nous n'en aurons pas dans l'avenir. En revanche, et c'est normal, nous pouvons avoir différentes priorités. Les menaces qui sont au pourtour de l'Europe mettent d'abord en péril la sécurité des Européens et ne sont pas nécessairement et obligatoirement une priorité pour Washington, qui ne souhaite pas être en première ligne sur certains théâtres. Je pense par exemple au Sahel. Il n'y a là rien que de très normal. C'est une attitude compréhensible. Washington ne veut ni ne peut tout faire en matière de sécurité internationale. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons un intérêt mutuel à ce que les Européens renforcent leur défense. Les Européens, comme les États-Unis, doivent pouvoir compter sur des alliés forts, capables de répondre aux défis à travers des engagements nationaux, au sein d'opérations de missions de l'Union européenne ou encore dans des coalitions ad hoc. Ma conviction profonde est que les États-Unis ont tout à gagner au maintien et au développement de capacités autonomes d'action en Europe, comme ils ont d'ailleurs intérêt au maintien d'une industrie de défense forte sur le continent européen. La volonté d'un État de poursuivre ses efforts d'investissement dans le domaine de la défense est d'ailleurs directement corrélée à son sentiment de disposer d'un outil de sécurité au service d'une vision stratégique qui lui soit propre. Cette conviction,
La France la porte inlassablement depuis des années. Et en dépit d'un contexte économique actuel encore marqué par les effets de la crise sur nos propres finances publiques, notre situation de sécurité appelait un accroissement de notre effort de défense. C'est ce qui a été décidé par le président de la République française. Et dans le cadre de ce que l'on appelle l'actualisation de la loi de programmation militaire, il a décidé de réduire la déflation d'effectifs qui avait été engagée de plusieurs milliers de militaires. Et il a décidé d'augmenter le budget de la défense de près de 4 milliards d'euros sur la période 2015-2019. Il y a globalement une véritable prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle est d'ailleurs collective. La France n'est pas isolée dans ce mouvement, puisque 17 autres pays de l'Alliance prévoient d'augmenter leur budget de défense. Ces évolutions sont positives, parfois difficiles, nécessairement courageuses. Elles doivent être saluées. Et il convient de dire que tout pays européen allié qui dépense plus en matière de défense contribue au renforcement de la sécurité commune. C'est pourquoi nous soutenons avec vous l'engagement pris par les alliés au dernier sommet de l'OTAN à Newport, l'objectif de 2% du PIB consacré à l'effort de défense et d'en consacrer sur cette part 20% à l'investissement et la recherche, c'est celui de la France. Et c'est aussi celui de notre loi de programmation militaire. Nous sommes presque aux 2% du PIB. Or, les engagements de Newport étaient sur 10 ans. Et nous sommes largement au-dessus de l'objectif des 20%. Je l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons avoir un ordre de priorité différent. Mais loin de nous affaiblir, ces différences nous permettent au contraire de développer une approche complémentaire dans la gestion des crises. Et c'est cette approche pragmatique que nous devons promouvoir, car elle nous permet d'assumer nos responsabilités et de défendre nos intérêts communs au sein d'un partenariat de plus en plus étroit. Le pragmatisme n'empêche pas l'ambition. Nous devons être ambitieux, en particulier pour renforcer encore davantage la complémentarité entre nos forces. Et je pense à des zones dans lesquelles nos pays ont une présence militaire permanente. C'est trop souvent méconnu, mais c'est notamment le cas en Asie-Pacifique. Zone d'intérêt pour les États-Unis, zone d'intérêt aussi pour la France, puisque nos ressortissants dans l'océan Indien et le Pacifique sont plus d'1 million. Et au-delà de ses intérêts sur les pourtours de l'Europe, la France compte parmi les rares pays européens à ne pas restreindre son action au seul défi de proximité, mais à étendre son action sur l'ensemble du globe, Asie-Pacifique compris. Et en l'occurrence, sur ce sujet, pour nous, la liberté de navigation et le respect du droit international ne sont pas seulement des principes juridiques abstraits, ce sont les conditions d'exercice de notre action. C'est ce qui permet à nos avions, à nos bâtiments de contribuer quotidiennement à la sécurité de la zone et à nos partenariats de défense avec des pays comme l'Australie, la Malaisie ou le Japon. Être audacieux dans le pragmatisme. Nous devons, par ailleurs, toujours dans cette même ligne, contribuer à approfondir notre coopération de défense dans des domaines qui constituent de nouveaux défis pour nos armées. Je pense à la cyberdéfense et je pense aussi au domaine spatial, champ tous les deux de coopération discret, mais essentiel, et où, je dois le dire, nous avons beaucoup progressé depuis quelques années. Vous le voyez, l'avenir de la relation franco-américaine en matière de défense est riche d'opportunités. Je continuerai pour ma part à œuvrer à sa consolidation et son développement. Et après mon fructueux entretien ce matin avec mon collègue Ashton Carter, je mesure combien nous partageons cette ambition. Et je suis certain que nos deux pays auront à cœur de la concrétiser. Je vous remercie de votre attention et je suis maintenant à la disposition de Kevin pour l'animation.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ces remarques. Merci au German Marshall Fund. Je suis très heureux, c'est un grand honneur de me trouver ici pour notre séance questions-réponses qui va être trop rapide. Alors, nous aurons quelques questions de notre côté, puis après, je donnerai la parole à la salle. J'espère que vos questions seront directes, intéressantes et brèves. Donc, réfléchissez-y avant de les poser. On attend que le ministre entende l'interprétation. Alors, quand il y a l'interprétation simultanée, c'est que on perd pas de temps avec l'interprétation, mais alors, de l'autre côté, c'est technique. Alors, bien, je vais commencer par les informations d'aujourd'hui, parce que c'est le travail que j'ai, c'est mon boulot, en fait. Mais ce matin, le ministre a rencontré M. Carter, et dans le Washington Post, le secrétaire Carter a annoncé que maintenant, il allait y avoir une augmentation du partage des renseignements militaires entre la France et les États-Unis. Alors, est-ce que le ministre peut en dire plus, donner plus de détails? Qu'est-ce qui est nécessaire? Et qu'est-ce qui va changer après cette déclaration? Alors, tout ce qu'il peut dire en public, bien entendu. Sur le renseignement, on ne peut pas dire public. Ce qui s'est passé ce matin dans la rencontre avec Ashton Carter, sur ce point précis, c'est une avancée dans la fluidité de nos rapports dans le domaine du renseignement, singulièrement dans le renseignement sur les théâtres d'opération où nous sommes acteurs l'un et l'autre. C'était un souhait que j'avais formulé depuis longtemps, et aujourd'hui, nous sommes dans la mise en œuvre. Et je m'en réjouis parce que c'est une marque de confiance mutuelle, mais qui donnera sûrement des résultats positifs. Donc c'est une belle avancée. Mais évidemment, je ne peux pas aller au-delà de cette affirmation. Would this be related to... Et ça va être lié au terrorisme au Moyen-Orient plus particulièrement, ou bien génériquement, globalement? Cru sur tous les théâtres où nous sommes en action commune. Le terrorisme faisant partie des théâtres global. Mais c'est sur les théâtres où nous sommes en action ou en présence commune pour que les relations soient simplifiées, fluidifiées. Nous avons une bonne relation dans le domaine du renseignement d'une manière générale, et il importait qu'il y ait cette avancée qui a été proposée d'ailleurs par la partie américaine. Well, then I'll stick with... Sur le Moyen-Orient, dans votre discours, vous semblez dire qu'il y a une certaine absence d'action dans certains pays qui sont des États en faillite, en fait, et qui affectent la France. On sait que la France est un grand contributeur à la guerre aérienne en Irak, mais la Syrie. Est-ce qu'on a besoin de vous voir plus en Syrie, de voir davantage de participation de la France dans la guerre aérienne sur la Syrie? La référence que j'utilisais pour les États faillis n'était pas la Syrie. Et je vais d'abord vous en parler. C'était la Libye. Et je dis et je répète, j'ai déjà dit lors de mon dernier déplacement ici à Washington, vous étiez témoin, la situation en Libye est pour moi l'obsession principale. Pourquoi? Nous l'avions senti, perçu très concrètement lorsque les groupes terroristes qui avaient tenté de prendre comme otage le Mali et en faire un État terroriste. Il avait déjà commencé. Après la prise de Tombouctou, on voyait la manière dont ils voulaient diriger et maîtriser ce pays. On s'est aperçu après l'opération, à ce moment-là, elle s'appelait Serval, que nous avons remporté, puisque nous avons arrêté la progression du terrorisme et permis à la démocratie de revenir. Nous sommes aperçus qu'il y avait des circuits
une espèce d'autoroute des trafics qui existait tout au nord du Mali, au nord du Niger, au nord du Tchad, et qui aboutissait en Libye, où les terroristes retrouvaient l'occasion de se procurer des armes ou d'achever leur trafic, y compris de diffuser de la drogue. Et c'est l'alerte que j'avais portée à un moment donné en indiquant que la Libye était en train de devenir un repère du terrorisme. J'avais aussi dit à un moment donné qu'il fallait s'inquiéter de l'hypothèse de l'arrivée de Daesh en Libye. Ils n'y étaient pas. Ils y sont. Ce qui s'est passé, c'est que sur le combat que nos forces ont mené avec le soutien de nos alliés de manière diverse, y compris le soutien américain en termes de logistique, y compris d'accompagnement financier, nous avons pu éradiquer de manière assez sensible la progression des groupes terroristes, qui sont désormais sur la défensive. Mais ce que j'appelle le repère est devenu beaucoup plus large que le sud libyen. Et Daesh, qui a d'abord commencé par être présente à l'est de la Libye, pas très loin de Tobrouk, dans le site de Derna, où ils ont fait un camp d'entraînement, maintenant a pris Sirte, l'aéroport, est maître de 200 km de linéaire de côte libyenne, et continue à progresser. Et pendant ce temps-là, il y a toujours un gouvernement légitime, réputé comme tel, que la communauté internationale reconnaît à Tobrouk, avec une armée répondant aux ordres de ce gouvernement légitime, avec un parlement. Mais en même temps, à Tripoli ou à Misrata, on estime que ce n'est pas le vrai gouvernement ni la vraie représentation et qu'on s'organise en milice pour continuer à s'entrebattre. Il n'y a pas de solution. Il faut une solution politique. Il ne peut pas y avoir de solution militaire, ou la seule solution militaire que l'on peut voir arriver, c'est la victoire de Daesh, là aussi. Et le jour où Daesh aura pris encore plus de place en Libye, alors c'est Daesh qui assurera l'émigration entre la Libye et l'Europe. Et à ce moment-là, c'est le terrorisme qui va se renforcer, puisqu'il y aura deux éléments supplémentaires au profit de Daesh. D'une part, des atouts financiers significatifs du fait des taxes perçues pour le passage, et puis l'infiltration terroriste dans ces migrations-là. Donc nous sommes dans une situation grave. Et la solution politique, elle n'est pas là aujourd'hui. Et si on ne fait rien, voilà ce qui va se passer. Et j'ai peur d'avoir raison. Alors c'est ça notre préoccupation. Et j'ai évoqué cette question avec Ashton Carter ce matin. Et la communauté internationale doit s'en emparer. Elle le fait. Mais il n'y a pas de plan B. That's a very... Pardon. Oui. That's a... Eh ben, c'est assez triste comme prévision. Il n'y a pas de solution, vous dites. Sinon, la victoire du Daesh. J'ai parlé de la Syrie, vous avez parlé de la Libye, mais parlez-moi des deux. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui est plus important pour la France par rapport à ce qui serait plus important pour Washington, par exemple? On ne va pas faire un classement de la barbarie. La situation que je décris, elle n'est pas triste, elle est dangereuse. Si elle n'était que triste. La seule solution que j'ai indiquée, c'est qu'elle soit politique. Et donc que les acteurs libyens se rendent compte qu'ils n'auront pas eux-mêmes de victoire militaire l'un sur l'autre, et que s'il y a une issue militaire, elle sera Daesh.
Et donc pour empêcher cette issue, il faut qu'il y ait un accord politique qui peut se développer autour des Nations Unies. Et je fais le lien avec le Levant. Pour l'instant, il y a relativement peu de ce qu'on appelle les foreign fighters présents en Libye. Ils sont très présents au Levant. Et il n'y a pas que des Français. Il y en a, on peut évaluer 10 000, 12 000, 15 000 venus certes d'Europe, mais aussi de Tunisie, mais aussi du Maroc, mais aussi d'Arabie Saoudite, mais aussi de Tchétchénie, mais aussi du Kazakhstan, mais aussi même d'Australie. Le jour où certains vont venir de Syrie en Libye, ils seront à 300 km des côtes européennes. Donc si vous voulez qu'on fasse un ordre de proximité, il est là. Et donc la Libye doit faire l'objet vraiment d'une préoccupation très, très forte de l'ensemble des acteurs. Sur Syrie-Irak, je crois avoir été déjà descriptif dans mon propos. Nous sommes dans la coalition en Irak. Nous contribuons de manière significative aux frappes. Nous savons que ce sera long. Et nous considérons qu'il n'y a pas d'autre aujourd'hui solution que celle qui est mise en œuvre. Ce qui veut dire qu'il faut former les forces de sécurité irakiennes, contribuer à former les peshmerga, les mettre en situation de constituer des forces armées robustes capables de procéder à la reconquête de territoires, faire en sorte que le gouvernement d'Al-Abadi soit un gouvernement inclusif, que les différentes parties de l'Irak se retrouvent, s'identifient dans ce gouvernement, qu'ils soient chiites, sunnites, kurdes ou autres. Faire en sorte aussi que la reconquête territoriale soit aussi diversifiée dans les origines militaires des acteurs. Ça prendra du temps. Nous partageons nos efforts. Nous ne sommes pas en Syrie, mais nous sommes très acteurs en Irak. Sur la Syrie, le chaos est tel, entre les uns et les autres, qu'il est difficile d'entrevoir là aussi une solution militaire. On considère qu'en Syrie, il ne peut y avoir, pour sortir du véritable Capharnaüm qui est le cas aujourd'hui, il faut une solution militaire qui exclut Bachar el-Assad et qui regroupe les acteurs susceptibles de bien vouloir y participer avec le soutien des pays voisins, que ce soit la Turquie, l'Arabie Saoudite ou voire l'Iran, mais que la Russie ne s'y oppose pas pour mettre en œuvre un dispositif. Mais est-ce encore possible? Je ne sais pas. Well, I want to turn to the audience now and I'll make note. Je vais passer à la salle. Et le président Obama, à l'heure actuelle, est au Pentagone. Il vient de répéter sa demande que Bachar s'en aille. Et il a dit que la lutte contre le Daesh va prendre du temps. Mais vous êtes, vous, toujours le ministre de la Défense, donc on peut vous poser des questions. S'il y a des questions dans la salle, je suis sûr qu'il y en a. On va commencer par monsieur. Merci. Monsieur le ministre. Erwan Nagadek, je suis breton de mon état et par ailleurs, à mes temps perdus, membre de l'Atlantic Council. Sur la foi de vos remarques concernant la Syrie, est-ce que vous pouvez nous rassurer que la page de l'épisode franco-américain de la non-intervention de dernière minute en Syrie à fin de l'été 2013 est tournée? Et deuxième question, est-ce que vous pourriez aller un peu plus dans les détails sur l'annonce de la rallonge budgétaire d'avril?
puisque dans ce jeu du critère des 2%, les détails sont ce qui comptent. Et donc je me demande si le contexte de cette décision est davantage territorial et post-Charlie Hebdo ou davantage en conformité avec le critère du Pays de Galles. Merci. Quand on s'appelle Erwan Agadec, il n'y a pas besoin, on ne peut pas se cacher hein, sur son origine. C'est un private job pour les Français. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est vraiment un prénom et un nom d'une région particulière de France dont je suis originaire. Et dont M. Lagadec aussi. Sur la question de la non-intervention de fin août 2013, l'histoire ne ferme pas les pages, jamais. Il y a eu cette décision, elle est là. Et le fait d'être des alliés, et on l'est, n'empêche pas de se dire les choses. Nous avons regretté. Et nous continuons à le regretter. Mais la vie continue. Et le fait d'être alliés aussi. Voilà ce que je peux dire sur ce point. Sur Il y a un point que vous n'avez pas peut-être identifié sur l'augmentation des dépenses de défense françaises. J'ai indiqué tout à l'heure que nous allions tangenter les 2%. Nous sommes aujourd'hui à 1,86. On n'est pas à 2%, mais d'autres sont nettement plus éloignés. Je ne ferai pas de classement. Mais cet engagement, il a été pris en commun par l'ensemble des pays. Donc nous allons l'atteindre. Plus vite que ce qu'on pensait. Et pour répondre à votre question, c'est parce que ça s'accélère. Une partie significative de cet accroissement de la dépense militaire française est liée aux conséquences de l'attentat de Charlie Hebdo, et puis c'était fait avant les attentats récents. C'est lié à la lutte contre le terrorisme, mais ça lié aussi à la décision de mobiliser sur le territoire national, ce qui est un événement en tant que tel, une dizaine de milliers de soldats qui assurent la protection des sites les plus sensibles, que ce soit les lieux de transport, les lieux religieux, les synagogues, les mosquées, etc. Soldats en armes, aujourd'hui sur le territoire national. Et sur la durée. Ce qui explique le fait qu'il y aura 18 600 militaires supplémentaires par rapport aux échéances que nous avions identifiées avant. Et puis il y a un accompagnement aussi en investissement. C'est-à-dire que nous avons décidé de renforcer et l'équipement des forces spéciales et d'accélérer l'acquisition d'avions ravitailleurs qui nous avait beaucoup manqué, et d'accélérer aussi l'acquisition des drones que nous faisons nos achats ici aux États-Unis, parce que nous n'avions pas pris les initiatives nécessaires auparavant, et donc ces drones Reaper sont de grande qualité et nous allons poursuivre leur acquisition. Donc il y a, et puis aussi la nécessité pour nous de renforcer notre parc d'hélicoptères qui est indispensable dans le type d'action antiterroriste que nous menons, que nous continuerons à mener. Donc il y a à la fois en effectif et à la fois en investissement, en plus de ce qui était prévu auparavant sur des rubriques bien identifiées. Pendant que vous parlez de matériel et d'équipement militaire, j'ai une question dont on a brièvement parlé. Qu'est-ce qui va arriver au Mistral? Qu'est-ce que vous allez faire des Mistral? Le bateau lui-même, je veux dire, pas la transaction, parce que vous aimeriez que les États-Unis rachètent les bateaux. Je parle du bateau lui-même. Ashton Carter ne m'a pas proposé de les racheter tout à l'heure. Mais sur la dernière fois que je suis venu à Washington,
Je le dis, je pense qu'on peut être très franc ici. Mais oui. Il y avait une musique permanente, comment dire, sur notre sens des responsabilités. Et on disait, mais alors le Mistral, avec la crise ukrainienne, quand même, les Français, vous êtes vraiment toujours omnubilés par les ventes d'armes et les recettes qui vont avec, quel que soit le prix à payer en termes politiques ou en termes stratégiques. Je crois que j'avais dit, vous verrez. C'était en octobre 2014. Et le président de la République a pris les décisions qui convenaient. Maintenant, on ne m'en parle plus. Mais ça nous coûte quand même 1,2 milliard dans une situation économique difficile. Donc nous avons fait des choix stratégiques courageux, en n'hésitant pas à prendre ce risque-là. Alors la décision définitive n'est pas encore aboutie, puisque depuis cette déclaration du président Hollande en novembre 2014, dans laquelle il disait que les conditions ne sont pas réunies pour que nous puissions livrer ces bateaux. Il y en avait un qui était prêt à ce moment-là, et l'autre il est quasiment prêt maintenant, il y en a deux. Les conditions ne sont toujours pas réunies. Voilà ce que je peux dire publiquement. Mais nous prenons nos responsabilités. It sounds as if you have no objection that... Vous n'objecteriez pas à ce que ça se retrouve dans les mains des Américains, alors? On peut se mettre d'accord sur un prix. There it is. Thank you very much. This gentleman right here. And we might have time for one more if we hurry with our response. Une dernière question si on se dépêche. Reuters. Dans un passé récent, la France a beaucoup parlé sur les questions de la négociation de l'Iran. Est-ce que vous vous inquiétez que dans 15, 20 ans, l'Iran pourrait avoir le potentiel d'être un État nucléaire? Et qu'est-ce que cela donne dans l'opinion publique en France? Et puis, une question sur les révélations de l'espionnage de la NSA sur le président français. Est-ce que vous en avez parlé avec M. Carter? Et est-ce que ceci a débouché sur une diminution de la confiance ou est-ce que ça a causé des problèmes dans votre relation avec les États-Unis? Sur la deuxième question, ils en ont parlé. Les deux intéressés. C'est le président Obama et le président Hollande. Ils en ont parlé et ils ont décidé qu'il y ait une rencontre entre le coordinateur du renseignement français et son homologue américain. Cette rencontre a eu lieu. Donc, les deux intéressés majeurs en ont parlé. Deux, les responsables des services concernés en ont parlé. Et trois, ce genre de choses, après, moi, je n'en parle plus. Mais je suis là. Donc et je rencontre mon homologue. Donc ça veut dire que, au-delà de ces événements regrettables, je persiste à le dire, les éléments de coopération restent toujours présents. Sur l'Iran, la négociation n'est pas ici. Elle est à Vienne. La France souhaite qu'il y ait un accord, à condition que cet accord-là soit robuste et empêche l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire et empêche la prolifération. Car la prolifération, ce serait à la fois pour l'Iran, mais pour d'autres. Et donc ça rendrait caduc le traité de non-prolifération et ça inciterait en plus au Moyen-Orient, qui est déjà si compliqué. Imaginez le même scénario avec certains autres pays qui aient l'arme nucléaire. Donc il faut un accord robuste. Sinon, l'accord n'a pas de sens. J'espère que cet accord aura lieu
Et à partir de ce moment-là, l'Iran fait partie du droit commun de respect du traité de non-prolifération, au bout de la période prévue par l'accord qui, pour l'instant, est en négociation. We have time for one more. Une, c'est tout. Une dernière question, toute dernière, au milieu de la salle, allez-y. Esther Brimmer, now. Université de George Washington, c'est un plaisir de vous recevoir. Français ou anglais? J'ai une petite question au sujet de la sécurité dans le Méditerranée, parce que maintenant, nous avons la crise avec la Grèce. La Grèce est aussi une membre de l'OTAN et de l'Union européenne et défendre cette frontière d'Europe. Honnêtement, alors je vous le redis avec beaucoup de force, je n'ai vu nulle part, le moindre propos qui pouvait remettre en cause la participation de la Grèce à l'Alliance Atlantique. De quiconque. Sauf de l'animation journalistique. Bon, on laisse... Mais il faut animer, ça fait important d'animer. Nulle part. Donc pour moi, ce n'est pas une question. La vraie question de la Méditerranée, c'est la Libye. Well, in that case, I hope I have not excited anyone. Merci, j'espère que tout le monde n'est pas trop excité. Merci beaucoup, on l'applaudit.